Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. On va se focaliser au cours de cette émission sur un seul sujet principal, à savoir les manifestations anti-EAC qui se déroulent au niveau des Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nos compatriotes de cette province exigent le départ des troupes de l'EAC. Selon eux, ces troupes sont inactives et ils doivent quitter le territoire congolais. Du côté gouvernement, la réaction ne s'est fait pas aussi tarder. Patrick Mouyaya a réagi sur cette affaire. Il estime que la réaction de la population de Goma est tout à fait normale, mais entre-temps, on se pose la question de savoir que font exactement ces troupes de l'EAC sur terrain. C'est la grande question qui nous concerne au cours de cette émission. On va aussi, si le temps nous le permet, de survoler quelques sujets d'actualité, notamment les retombées de la visite du pape, le pape qui a séjourné à Kinshasa du 31 janvier au 3 février. On se demande qu'est-ce que la RDC a gagné après cette visite. On va tenter de survoler cette question. On va aussi revenir sur cet accrochage qui a eu lieu hier à la primature entre le collectif des députés provinciaux venus exiger le paiement de leurs arriérés de salaire. Mais malheureusement, la situation avait dégénéré et nous apprenons que le directeur des cabinets du Premier ministre a reçu ces députés finalement aujourd'hui et il a promis que la situation sera décantée dans les jours qui viennent. Sur ces plateaux, je reçois Maître Jonathan Mbele, président du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est cadre au sein de la coalition Lamuka. Bienvenue, maître. Merci, cher Hervé, de l'invitation. Bonjour à la grande équipe technique. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République et même ceux qui nous suivront en dehors de la République par le canal de vos moyens de réseaux sociaux. Merci de l'invitation et de l'opportunité que vous témoignez en notre personne. Parce qu'il faut déjà dire que dans Perfect Actu, nous sommes maintenant invités. Nous sommes maintenant invités et c'est un honneur et une responsabilité pour nous, comme le disait le fait Etienne Tshisekedi Mulumba. Lorsqu'une responsabilité d'État vous appelle, il ne faut pas penser que c'est un privilège, c'est plutôt une responsabilité. Exact. Donc il faut la prendre avec beaucoup de sérieux. Je profite également pour continuer notre dénonciation, parce qu'il faut le dire, jour après jour, aujourd'hui, les compatriotes Ienda totalisent 9 jours sans être trouvés et tracés. Depuis le samedi 28 janvier, à ce jour, le compatriote Ienda, ni nous ses proches, moins encore sa famille, ne peut vous dire avec certitude que l'ami est à X ou Y endroit. Je l'ai dit lors de mes précédentes émissions, surtout ici sur Perfect TV, que des démarches faites par nous-mêmes, allant parcourir tous les parquets militaires et civils de la RDC, de Kinshasa précisément, l'ami est introuvable. Les informations de notre possession révèlent qu'il serait détenu entre les mains de services de sécurité. Mais nous nous posons une seule question. Est-ce qu'aujourd'hui, les services de sécurité ont l'obligation ou ont le droit de détenir à plus de 5 jours une personne? Et quand on feuillette même le décret qu'il a créé, on ne voit nullement la prérogative de poursuivre pour les infractions de droit commun lui être attribuée. Nous savons que l'agence poursuit pour les infractions et entre à la sûreté de l'État, à la sécurité intérieure et extérieure du pays. Nous pensons que nos dénonciations et nos condamnations vont être écoutées. Parce qu'il faut le dire, lorsque l'on n'invite pas une personne et qu'on les prend en pleine conférence de presse ou dans le lieu où il devait tenir une conférence de presse, cela s'apparente à un acte d'enlèvement. Parce qu'à ce jour, personne ne sait où il est, s'il mange et qu'est-ce qu'il mange, s'il dort, est-ce qu'il dort dans les meilleures conditions, qu'est-ce qui lui est concrètement reproché. Donc nous exigeons sa libération pure et simple, et cela sans conditions aucune. Très bien. Parce que déjà, ceux qui l'ont pris n'ont pas respecté les conditions requises par la loi pour interpeller une personne. Très bien, rapidement on va commenter quelques sujets d'actualité avant de prendre les manifestations anti-EAC mais aussi ces sommets de Bujumbura. Rapidement, vous avez vu les images qui ont circulé à travers la toile hier, cette bagarre ou je dirais cet accrochage entre le collectif des députés provinciaux, je crois c'était 8 provinces qui représentaient les autres provinces.
ils étaient partis à la primature pour aller revendiquer les arriérés de leurs émoluments estimés à 8 mois, mais malheureusement, l'incident s'est produit, la situation a dégénéré. Dieu merci, aujourd'hui, les directeurs des cabinets du Premier ministre les a reçus et des promesses ont été faites selon lesquelles, dès ce soir, la primature va entrer en contact avec le ministère du Budget et des Finances pour essayer de décanter la situation. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive à ces points pour que le Premier ministre, ou disons la primature, puisse prendre la décision de décanter la situation de ses élus? Moi, je crois qu'on devait en arriver là pour cerner et maîtriser l'incompétence qui gangrène le fonctionnement de M. Lukonde. Parce qu'un État sérieux, où les responsables sont compétents, nous ne pouvons pas en réalité voir cette scène-là qui s'apparente à des films hollywoodiennes. Parce que ces mêmes députés-là, il faut déjà vous souvenir qu'au mois de novembre de 2021, ils ont veillé à la primature. Et en dépit de ces veillées-là, ils ont eu à adresser des correspondances. Et de toutes ces correspondances, les résolutions ou les réponses n'ont pas été promptes à résoudre leurs problèmes pour leur permettre de ne plus revenir à la primature. Mais s'ils reviennent, c'est parce que l'État congolais, M. Lukonde en particulier, et son équipe ont fait la sourde oreille face à ces revendications-là. Et ces revendications qui sont d'ordre légitime. Parce que la Constitution voudra qu'un député en plein exercice puisse bénéficier de ces émoluments. Et lorsque l'on ne donne pas ces émoluments-là, on est comparable à une personne dont on prive les salaires. Alors, la loi qui gère la question du travail, principalement le Code du travail, nous insiste sur l'obligation qui est faite à un employeur de donner les salaires à son employé. Et les députés ou les parlementaires dans leur ensemble sont les employés de l'État. Ils sont pris à la charge publique par l'État. Ce qui fait que leurs frais sont payés par l'État. Mais nous ne pouvons pas comprendre que les députés provinciaux, parce que c'est dont il s'agit, prestent, travaillent mois après mois, année après année, mais ne sont pas payés. On se pose la question, où se trouverait l'État? Et vous allez vous rappeler que ces gens-là, ce sont eux plutôt qui ont la responsabilité de contrôler les exécutifs provinciaux. Et les exécutifs provinciaux doivent bénéficier du haut sommet des rétrocessions. Si déjà les députés provinciaux et même ne sont pas payés, nous poserons la question de savoir est-ce que le province bénéficie de ces rétrocessions. Si le province ne bénéficie pas de ces rétrocessions, ça veut dire en clair que la gouvernance Lukonde voudrait voir les provinces par terre. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me sens mal à l'aise en fait. Après plus de 61 ans d'indépendance, c'est pour une première fois nous puissions voir à l'Assemblée, à la primature, des députés provinciaux en train de revendiquer. Et pire encore, les sécurités de la primature agressant les députés provinciaux. Non, donc ce sont des choses qui ne pouvaient en réalité pas se produire. Je ne sais pas si vous avez lu hier soir les communiqués de la cellule de communication de la primature qui disait que ces députés provinciaux n'avaient pas respecté le protocole tel qu'établi. D'abord, ils n'avaient pas été invités, ils ne figuraient pas sur la liste des invités du Premier ministre et ils ont fait du forcing jusqu'à s'accrocher avec la police commise à la sécurité du Premier ministre. Il faut poser la question, monsieur le Premier ministre. Est-ce que ses services et lui, en prenant principalement son directeur de cabinet, n'a-t-il pas lu toutes les correspondances déposées par ces collectifs? C'est déjà ça la question. Ces gens-là n'auraient dû pas venir si et seulement si vous avez pris le soin de prendre un papier, un stylo et répondre. Parce qu'ils ont écrit et vous n'avez pas lu. Et la conséquence de ne pas avoir lu, c'est de ne pas répondre. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient se présenter pour suivre leur correspondance. Et arrivé là-bas, vous les imposez des exigences dont vos familles et proches ne sont pas soumis. Vous allez me dire aujourd'hui que si un parent de M. Lukonde arrive à la primature, il suivra ces exigences-là? Mais oui, bien sûr. Nous sommes au Congo. Il devra à tout prix respecter le protocole établi. Et M. Lukonde doit également respecter le droit de ces députés-là. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il a le droit plutôt de bafouer le droit de ces députés-là. Parce que ces députés-là ont des dépendants. Ça, il ne faut pas oublier. Et ces dépendants-là vivent grâce à ces émoluments et au travail qu'ils abattent. Mais si aujourd'hui, on doit méconnaître leurs droits, on doit bafouer au pied leurs droits, ça veut dire que ces dépendants-là doivent souffrir. Et ces dépendants-là vont souffrir parce que M. Lukonde veut qu'ils souffrent.
Donc moi, je pense qu'il est grand temps. La preuve de leur négligence et de leur mauvaise foi. Après l'incident d'hier, ils ont reçu 24 heures après. Ça veut dire qu'ils sont de mauvaise foi. Tous les cabinets le condamnent de mauvaise foi face à cette situation. Parce que l'urgence s'impose. Parce que ces familles doivent nourrir les leurs. Ils doivent manger. Ils doivent éventuellement se déplacer pour rejoindre leur fief. Donc en dépit de cet accrochage, en dépit de cet incident, le Premier ministre était resté taiseux dans son bureau sans aucune réaction. Il n'est même pas en mesure de vous écrire. Parce que ces députés ont écrit. Écrit aussi pour répondre. Pourquoi il n'a pas écrit? Soit parce qu'il n'en a pas la capacité ou parce qu'il ne veut pas. Mais s'il ne veut pas, ça veut dire que les députés ont maintenant le droit d'arriver et de réclamer leurs droits. Donc moi je pense qu'on n'aurait dû pas en arriver là si seulement les services de M. Lukonde prenaient le soin de répondre aux différentes correspondances adressées par le collectif. Alors que faire pour éviter que pareille situation puisse se reproduire dans les jours qui viendront? Parce qu'il faut déjà rappeler ici que les députés ont été reçus par le directeur des cabinets du Premier ministre. Il les a donné des assurances. Les ministres du budget et des finances seront contactés dès ce soir pour essayer de décanter la situation. Est-ce que vous n'êtes pas député, mais j'essaie de vous poser cette question. Est-ce que les députés provinciaux doivent continuer à faire confiance à cette équipe du Premier ministre? Lui-même aujourd'hui, il était parti dans une activité là de l'UDPS pour aller représenter le président de la République. Après avoir vu les correspondances et ne les avoir pas répondu, après avoir assisté à leur veillée et ne les avoir pas répondu, après qu'ils se sont présentés pour ne pas être reçus, qui peut croire encore à M. Lukonde? Qui? C'est juste ça la question. Parce que si M. Lukonde voulait faire preuve de bonne foi à la simple correspondance, il aurait dû répondre. Et aujourd'hui encore, je poserai la question à la primature, qui est impayé? Ou dans différentes commissions où les membres du cabinet du Premier ministre ne sont pas membres, qui sont impayés? Mais pourquoi on va l'imposer aux élus provinciaux? Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas de voix. Parce qu'eux sont faibles. Et que l'autre s'est fait appeler premier. C'est en fait ça la réalité. Et moi je pense que la pression doit demeurer. Ce n'est pas parce qu'un DIRCAB a dit des choses que peut-être qu'il ne croit pas aussi, et que vous allez vous taire, non. Moi, je pense qu'ils doivent continuer, ils doivent mettre la pression pour finalement obtenir le paiement de leurs droits. Parce que moi, je l'ai dit, M. Lukonde, en tout cas, s'il m'écoute, il doit m'excuser, mais je pense qu'il est le plus mauvais de tous. Hein. Ah bon? Je vous l'ai dit. Vous le pensez? Depuis la primature et primature, ces genres de scènes-là, vous l'avez déjà vécu. Le seul qui a fait exploser les budgets de la RDC. Avec une dette de 8 milliards. Jusqu'à atteindre 16 milliards. Avec une dette de 8 milliards. Avec des impayements au niveau dans un provincial. Du jamais vu. Je connais, mais je sais, j'ai observé mes députés revendiquer les soldes des comptes finaux, les départs. Mais j'ai jamais vu pendant une législature les députés réclamer la paye. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu. Sauf si vous l'avez déjà vu, moi pas encore. Très bien. Autre question en rapport toujours avec ces sujets. L'énergie que les députés provinciaux ont déployée pour revendiquer leurs émoluments, s'ils les mettaient aussi dans ce qui concerne le Congolais d'une manière générale, n'est-ce pas qu'on allait aussi avoir une autre image du Congo? Je prends le cas de la ville de Kinshasa par exemple. S'ils sont aussi concernés par cette situation, je ne sais pas. Le tout part du profil en fait. Qu'avons-nous comme profil de nos représentants? Est-ce que nos représentants respectent-ils les prescrits de normes et des textes existentiels? Parce que la Constitution leur donne que 3 missions. Contrôler, légiférer et suivre le vécu quotidien de la population. Qui sont en mesure de faire ces 3 missions calmement? Je viens dans la ville de Kinshasa, ils sont au nombre de 48. J'enlève les 4 chefs coutumiers, il reste 44. Qui d'entre eux tous a 3 initiatives de contrôle parlementaire? Les premiers, il en a 2, c'est Moukeba et Koso. Celui qui vient après lui a une seule initiative qu'il a lui-même retirée aussi, c'est Kazadi. Et le reste, c'est fait ça la réalité. Donc on se pose la question, est-ce que réellement ils sont conscients de leur tâche? Ils se rentrent dedans, tantôt ils accusent Godin pour y débloquer leur procédure, tantôt c'est Godin pour qui estime que les députés ne respectent pas le règlement intérieur. C'est assez compliqué. Quelles sont les initiatives proposées par M. Mpoyi? Zéro. Heureusement que Bandaloum, on va faire mieux pour 2023. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, personne ne me dira que c'est parce qu'on est président ou c'est parce qu'on est membre du bureau que l'on ne doit pas entreprendre des initiatives. Non. Nous l'avons vu avec M. Kabound, vice-président, il a interpellé sur la question de la vie de Kinshasa, il a interpellé sur la question du train de vie des institutions. Pourquoi ne pas le faire?
Je reviens sur la question du profil. Très bien. Nous avons des profils moins méritants. Très bien. Le pape François a séjourné à Kinshasa du 31 janvier au 3 février. Bien avant son arrivée, il y a des déclarations qui ont occasionné de la polémique, comme quoi le pape venait ici pour bénir, ou je ne sais pas moi, octroyer un deuxième mandat au président de la République. Le pape venait ici pour laver les péchés, tout. Finalement, après le départ du pape, qu'est-ce que la RDC a gagné en termes de retombées, ou je ne sais pas moi, des avantages? Vous savez, ce genre de discours, on ne peut l'entendre que des Betoukou-Messo, on peut l'entendre que des Chekomba, des gens qui ne sont pas prêts à accepter la réalité. La réalité, c'est que le pape ne vient pas élire quelqu'un. Le pape vient faire accroître la croyance de ses fidèles et sympathisants. Malheureusement, c'est un professeur d'université, je crois votre ancien professeur, qui a fait cette déclaration. Et c'est là le grand problème. Parce qu'on a affirmé qu'il viendrait parce que les fidèles doivent élire. Mais ces mêmes fidèles, par sa corporation la plus jeune qui puisse être, ont scandé. Ils ont chanté pour exprimer leur rupture. On a parlé de l'infiltration. Quelques partis de l'opposition, notamment Ensemble pour la République, le PPRD, même quelques partis de la MOCA ont envoyé comme ça leurs militants au stade pour aller perturber la célébration. Vous avez vu des effigies de la MOCA là-bas? Vous avez vu des effigies d'Ensemble pour la République ou du PPRD? C'est une position peu responsable d'affirmer ça d'une frange de la classe politique. Parce que la messe ou encore la rencontre était avec la jeunesse. Et la jeunesse, de partout elle peut provenir, reste jeunesse. Mais le grand problème, c'est que est-ce que la jeunesse ne s'est-elle pas déjà exprimée sur la question? J'ai dit non, la jeunesse a déjà dit non. Rappelez-vous lorsque lui-même, le citoyen Antoine, recevait les jeunes au palais du peuple. Lorsqu'il scandait Mbosso va à la retraite, Bati va à la retraite. Vous attendez à quoi? Qui vont bien évidemment épargner les mentors de tous ces gens-là? Non. Mais pour les plaire, ils ont dit non, toi, on ne s'occupe pas de toi maintenant. Nous allons attendre le moment opportun. Et aujourd'hui, c'est sur tous les ménages, dans tous les ménages plutôt, les familles chantent Oye de la Mandé-Sili. Parce que la misère frappe tous les ménages de Congolais. Sauf ceux qui, bien évidemment, travaillent à la présidence et qui, soit ils sont du parti au pouvoir ou de leurs alliés. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'avenue du pape, beaucoup doivent d'abord considérer, et un peu comme moi, que c'est pour faire grandir la foi chrétienne des chrétiens catholiques. Parce qu'il faut le dire, c'est un peu comme leur père spirituel qui est venu. Okay. Et de lui recevoir de bénédictions, recevoir de la parole de Dieu, permet d'accroître leur croyance. Mais du point de vue politique, quel est l'accord signé avec la cité du Vatican au profit du peuple congolais? Moi, je n'en connais pas. Mais je sais que la nation Congo, ma république, a déboursé de l'argent pour l'accueillir. C'est en fait là le grand ligne de sa présence au Congo. Et même, lorsqu'il vous dit enlevez vos mains de mine, la RDC n'est pas une mine. Une mine plutôt. Mais il faut dire plutôt à l'UDPS que le Haut-Katanga n'est pas une mine. Enlevez vos mains du Haut-Katanga. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS pense que le Haut-Katanga, c'est chez lui. Il doit puiser en stock maximal les ressources de là. Qui veut aller à Bandaka? Personne. Qui veut aller à Aru? Personne. Tout le monde se saute là-bas, saute de Haut-Katanga. À Bandaka, on va construire pour vous bientôt une université moderne. Dans les rêves, oui. Et les rêves les plus fous qui puissent être. Comment construire une université alors que déjà les routes, il n'y en a pas? Comment construire une université alors que vous êtes incapable de réhabiliter et de remettre sur pied les barrages de Mobaïmbongo? Comment construire une université alors que vous êtes incapable de sortir tous ces poissons qui sortent de là? Comment construire une route alors que les gouvernorats de province sont tous locataires? Comment construire une université alors que les infrastructures qui sont là ne sont pas entretenues? Donc vous comprenez qu'il y a un souci. Les soucis, c'est les soucis de la bonne gouvernance qui n'existait pas dans la gouvernance actuelle. Très bien. Alors, la visite du pape ou les passages du pape à Kinshasa a été aussi l'occasion pour quelques acteurs politiques de déverser leur colère sur le cardinal Fridolin Ambongo, auteur d'un discours magistral qui rappelait au pape la souffrance, la misère de la population congolaise. Et ce discours a été très mal perçu par quelques acteurs politiques, par quelques partis politiques également. Et le cardinal a été victime d'un lynchage
comme pas possible. Est-ce que vous avez aussi partagé cette façon qu'on a traité le cardinal? Déjà, il faut dire que comme compatriote congolais, je condamne tous ces propos malsains. Et j'ai même appris que c'est un des journalistes français, né à Lille, qui œuvre au Congo, profitant de ses opportunités avec le pouvoir actuel, s'est donné le luxe de tronquer la communication du pape. Du cardinal plutôt. Heureusement pour lui, il a fait un revirement à 90 degrés après, il a retiré. Mais nous avons noté que désormais, ces journalistes français qui œuvrent au Congo travaillent pour le régime actuel. Et nous allons les traiter comme on traite ceux qui travaillent pour le régime actuel. Ça, il doit le savoir. Et de deux, j'apprends aussi que dans le lot de ceux qui prennent l'élix d'insulter copieusement notre cardinal, il y a aussi M. Fumutoto. Je ne sais pas si des Fumutoto peuvent encore parler dans ces pays. Pourquoi pas? Il a été avec Kabila. Ça, on ne va pas le dire aux Congolais. Lorsque nous autres, là, les Jonathan, nous pensons que la constance politique, c'est un idéal. Les Fumutoto vendaient la transhumance politique comme idéal. Un bon matin dans l'opposition, le soir dans le pouvoir, le lendemain dans le pouvoir, le soir dans l'opposition, et il revient au pouvoir. Ils ne sont nullement des modèles. Et cette personne qui n'est même pas modèle, d'abord pour sa personne, va critiquer un modèle pour toute une communauté. Qu'a-t-il fait de sa troisième voie? Est-ce que les troisième voie existent au Congo? C'était un marchand. Excusez-moi, je risque d'avoir des mots forts. Hein. C'était un fonds de commerce, vous savez. Et on l'a vendu au plus offrant. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous devons très bien, encourager notre cardinal. Notre thématique permettez, parce que ce que le cardinal a dit est tout vrai. Et il faut encore ajouter que toutes ces communications-là ont été préalablement toilettées par les protocoles du Saint-Siège. Et aujourd'hui, dire que le peuple qui vous reçoit souffre dans son corps et dans son âme, c'est faux. Cette population est pauvre, c'est faux. C'est pas le PAM qui a sorti les rapports ici qui dit que nous avons 25 millions d'enfants qui ne mangent pas. C'est toujours ces organismes-là qui nous affirment ici que nous sommes le deuxième pays le plus malnutri au monde. N'est-ce pas une vérité? Et vous voulez qu'on les garde? Alors que cette vérité, on les dit à qui? À celui qui a le rôle d'observateur des Nations Unies. Qui peut faire une note verbale et qui peut obliger le Conseil de sécurité à convoquer une réunion d'urgence. Et à lui, on doit cacher deux choses. Et ce sont des gens sans modèle, sans repère qui vont le critiquer. Très bien, on va parler des manifestations anti-EAC qui ont commencé depuis la semaine passée. Et ça se poursuit encore. Hier, la population a marché. Ce matin également, il y avait une manifestation assez timide. La population de Goma exige le départ des troupes régionales de l'EAC. Alors moi, je me pose la question de savoir... Longtemps, on a reproché à Kabila le fait pour lui d'encourager le mixage et les brassages au sein de l'armée. Mais cette fois, on a quand même un digne fils du pays qui s'est décidé au nom de la nation, bien évidemment, qu'il n'y aura plus brassage, il n'y aura plus mixage, mais appelons quand même nos partenaires, nos États voisins à venir nous épauler face à cette situation assez difficile que nous traversons. En quoi la présence des troupes de l'EAC dérange? En quoi le citoyen Antoine est digne fils du pays? C'est un Congolais. En vous entendant dire. Donc le citoyen Kabila n'est pas digne fils du pays. Non. En fait, la réalité, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, le citoyen Antoine nous a embarqués dans une tourbière de problèmes. Je l'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui doit pleurer et continuer à pleurer chaque jour, c'est Vital Kamerhe. Pourquoi? Kamerhe a quitté Kabila parce qu'il aurait entendu que la RDC a accepté l'entrée des troupes ougandaises et rwandaises ici. Sans que le Parlement ne soit saisi au préalable. Voilà. Il l'aurait entendu comme président. Mais aujourd'hui, nous avons vu les citoyens Antoine signer des déclarations qui ne font pas entrer 2 troupes, mais 6 troupes de la force de la East Community Africa, y compris les Rwandais. Et M. Kamerhe là, comme si rien n'était. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Non, non, mais comme allié, si ce sont des choses qu'il n'aime pas, il devait retirer sa signature de cash. C'est pourquoi quand je parle de modèle, et je sais pourquoi je l'ai dit, si on pouvait quitter l'autre pour, il aurait, mais pour, il a fait, et on ne peut pas les quitter, ça veut dire quoi? Est-ce que l'on maîtrise ce que l'on mène comme combat? C'est fait ça la réalité. Et aujourd'hui, la population dit clairement qu'il en a marre.
Bon, en France, on parle de Yanamar. Hein? Ils en ont marre. Et la réalité, c'est que la force régionale, un peu comme la mutualisation avec les IPDF, n'a amené que deux problèmes au Congo. Nous avons signé la déclaration pour accepter la liste de communauté africaine ici. Mais il y avait une réserve qui était la position officielle de ma nation sur les troupes rwandaises. En dépit de notre réserve, ils sont venus ici, ils sont installés et ont décidé... Non, déjà, vous n'allez pas me dire que les frontières de la RDC sont gérées par ces gens-là. Lorsqu'ils ont pris des avions pour atterrir, ils ont atterri dans des aéroports congolais. Et les gens les ont vus entrer. Et lorsqu'ils portent les tenues, les gens voient les insignes de leur pays. Donc nous n'avons pas été en mesure de dénicher que réellement la US, communauté africaine, nous a bernés pour envoyer sur notre territoire des éléments d'une force que nous rejetons en bloc. Et pire encore, avant l'arrivée de la US, communauté africaine, nous avons notre Kichanga, cher Hervé. Nous avons notre Kiwanja. Mais avec la US, communauté africaine, nous avons perdu Kiwanja. Nous avons perdu Kichanga. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous allons perdre d'autres. Et puis depuis leur arrivée sur le sol congolais, vous allez me dire qui a déjà tiré pour le compte de la US, communauté africaine? Ils sont venus installer la zone neutre, d'aucuns appellent la zone tampon, pour dire la zone où il n'y a pas de combat. Une limitation, en fait. Et lorsqu'ils installent leur limitation, les rebelles avancent. Pire encore, ils s'illustrent dans des vidéos en amitié, où ils se promettent de se retrouver après. Est-ce que cette population doit continuer à croire? Il semblerait qu'ils sont non loin des Goma. Mais pourtant, nous avons 6 armées sur le sol congolais, à lesquelles on y enjoint notre armée et nos services. Est-ce que ces rebelles devaient progresser avec tous ceux qui sont? Moi, j'ai dit non. Donc aujourd'hui, le citoyen Antoine a commis beaucoup de péchés impardonnables. Même si le Saint-Père a demandé le pardon, nous n'allons pas les pardonner. Moi, personnellement. Alors, la population continue de revendiquer le départ de ces troupes de l'EAC. Entre-temps, lors du sommet de Bujumbura tenu le week-end dernier, dans le communiqué final, il a été décidé que l'EAC doit déployer d'autres forces sur le territoire congolais. Moi, je me pose aussi la question de savoir, on parle aujourd'hui d'un budget de 16 milliards de dollars américains, on parle de la composition de notre armée qui peut avoir ou qui peut disposer de plus ou moins 200 000 militaires. Alors, question, avec ces budgets à 16 milliards, avec aussi l'embargo qui a été levé au niveau de la communauté internationale sur l'achat d'armes, pourquoi notre gouvernement ne dispose-t-il pas plus de moyens à nos militaires, à nos FRDC, en lieu et place d'encourager cette histoire de mutualisation d'efforts? Vous savez, cette aventure de la communauté africaine commence à énerver. Nous avons eu 3 Nairobi. Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3. Les 2 premiers Nairobi, les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi ont participé comme observateurs. Et de tous ces 2 Nairobi, des déclarations ou des feuilles de route avaient pour soubassement le cessez-le-feu, des départs immédiats sur le sol congolais des troupes d'M23. Personne n'a respecté. Nous sommes allés à Nairobi 3, de même. Mais sauf que cette fois-là, le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas participé. Nous avons pris Rwanda 1, où nous avons réitéré le même chef de demande. Cessez-le-feu, départ immédiat. Luanda 2, même chef de demande. Et là, nous sommes à Bujumbura 1. Les 11, nous aurons Bujumbura 2. Parce qu'ils ont promis de revenir pour évaluer Bujumbura 2. Et de toutes ces mesures prises par la communauté africaine, aucun n'est respecté et suivi. Est-ce que nous devons continuer à croire à cette histoire qui apparaît aux yeux de tout le monde comme une bêtise? Parce qu'aujourd'hui, la paix doit en réalité être retrouvée parce que l'on a décidé de joindre les efforts. Mais lorsque l'on joint les efforts et que la paix ne revient pas, ça veut dire qu'il y a des partis qui ne travaillent pas pour la paix.
principalement les citoyens Antoine et les citoyens de la communauté africaine. Parce que je pense que si et tous travaillaient pour la paix, nous aurions dû réellement vivre cette paix-là. L'armée congolaise aujourd'hui la mieux fournie en termes d'hommes de tous les États de la communauté africaine. Ça, il faut le dire. Parce que le Rwanda n'a que 33 000 hommes pour l'effectif général de son armée. Alors que nous, seule la garde républicaine a plus de 33 000 hommes. Donc s'il faut seulement mettre la garde républicaine à la trousse du M23 et du Rwanda, en un claquement de doigts, c'est fini. Et s'il faut encore aller plus loin, avec cette escroquerie de hausse du budget, de la réserve, si l'on défaltait le moyen suffisant, comme l'a dit le premier Mouzito, ne serait-ce $1 milliard pour ces opérations militaires, vous allez me dire que l'on ne va pas récupérer nos territoires. Ce qu'ils ont fait en 2013, en 2009, ne l'ont pas fait avec un budget de 11 milliards. Mais pourquoi on continue alors à s'accrocher à l'EAC alors que tout indique clairement qu'on a la possibilité d'équiper notre armée, de mettre plus de moyens à nos hommes qui sont au front? La réalité, c'est que l'on n'est plus confiant de soi-même. Et l'on pense que cette manque de confiance peut embraser tout le monde. Non. Moi, je reste convaincu que dans mon armée, dans mes services de sécurité, j'ai les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais je reste également convaincu que le commandement n'est pas efficace. C'est ma conviction. Parce qu'il a fallu voir en son temps l'état-major général des FARDC piloté par Didier Etumba descendre au fond, accompagné du citoyen Kabila, pour que 4 jours seulement suffisent à paix à son âme, Kayimbi Delpha, de nous ramener notre territoire, principalement la ville de Goma, avec des arrestations et des tueries de nos agresseurs. Mais aujourd'hui, plus de 3 mois s'écoulent. Nous ne sommes même pas en mesure de récupérer une localité. Et ça dérange. Voilà pourquoi je pense que la question du départ de la communauté africaine ne doit pas être actuellement que la question de nos compatriotes de Goma. Ça doit être la question de tous les Congolais. Dans le Grand Bandundu, vous marchez pour demander le départ. Dans le Congo central, vous marchez pour demander le départ. Dans le Maïndombe, vous demandez le départ. Dans l'Équateur, toute la République doit demander le départ. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'apaiser d'abord la population? Parce que, à en croire ces sommets de Bujumbura, cette fois-ci, les troupes de l'EAC ont reçu une mission offensive. Certainement, ils ne vont plus observer cette histoire des zones tampons, mais ils vont cette fois-ci se battre. Tu vas apaiser une population qui est meurtrie chaque jour. Les matins, ils perdent les gens, à midi, ils perdent les gens, et le soir, ils perdent les gens. En dépit de ces différentes pertes en vies humaines, il perd également en termes de ressources. On pille sa nation et lui est condamné à être pauvre. À cette population-là, on ne demande pas l'apaisement. On encourage la révolution tant mentale pour voir finalement la gouvernance obéir aux demandes et aux déshydratats de la population. Parce que cette même population aujourd'hui risque de se retrouver sans abri si demain ces terres sont occupées. Vous allez me dire que c'est tous les compatriotes qui habitaient Kichanga qui sont à Kichanga aujourd'hui. Non, on parle de déplacés. Bounagan, on parle de déplacés. Et cette situation ne peut pas continuer. Voilà pourquoi nous encourageons les compatriotes à demander le départ de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et là, je profite aussi pour demander à M. Moulumba, lui qui pouvait sortir les gens dehors pour demander le départ de Malonda et envoyer une dame pisser sur une photo. Il peut également sortir les gens dehors pour demander le départ de la communauté africaine. C'est aussi être un bon citoyen. Mais s'il ne le fait pas, c'est dire qu'ils sont complices du mal. Ils sont complices de cette souffrance que nous encaissons aujourd'hui. Alors, l'insécurité, les atrocités n'ont pas commencé avec la venue avec l'avènement sur les territoires congolais des forces de l'EAC. Les FARDC étaient déjà là sur terrain pendant que les rebelles tuaient, violentaient les gens. En quoi le départ des troupes de l'EAC changera la donne sur terrain? En quoi leur présence au sol congolais a changé la donne congolaise? Nullement.
Voilà pourquoi moi je pense, ce n'est pas parce que les atrocités ont commencé bien avant leur départ qu'elles doivent continuer. J'ai dit non. Et si nous avons fait recours à eux, c'est parce qu'une personne, ou peut-être deux, ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose. C'est à laquelle nous n'avons jamais cru, nous. Est-ce que c'était bien calculé de la part de Kinshasa de donner plus d'importance à une communauté ou à une organisation sous-régionale qui met à notre disposition à peine 5000 hommes, là où nous avons nous-mêmes plus ou moins 200 000? Au même moment, une communauté dans laquelle vous venez d'adhérer il y a 2 mois, où vous ne maîtrisez pas encore les béabas ou les rouages de cette communauté. Parce qu'il faut dire que dans cette communauté, les Rwandais est la 3e nation à y avoir adhéré. Donc, 4 autres nations ont adhéré après le Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda connaît mieux le lieu. La preuve, c'est qu'en dépit de notre réserve, il a envoyé ses troupes. Et lorsque lui a décidé de les rapatrier, ils sont partis. Et nous devons des explications au secrétariat de la East Community africaine parce que nous avons écrit sur leur départ. Vous imaginez un peu l'absurdité. Voilà pourquoi moi je pense qu'en réalité, nous ne devons pas nous croire que la solution sur la paix de ma nation, la RDC, devait venir d'une quelconque puissance étrangère. Parce que toutes ces nations-là ne confessent pas le mot paix dans leur bouche. Vous allez écouter Ruto à son arrivée au pouvoir. Il vous dit que la question de la sécurité des nations doit être gérée par eux d'abord. Les autres nations viennent en accompagnement. Et même Museveni l'a dit. Et il est allé plus loin pour mépriser notre armée. Parce qu'il vous a dit qu'ils sont là jusqu'à ce que nous soyons à même, nous, de construire une armée et une police à même de nous sécuriser. Pourquoi? Parce que M. Mouyaya nous a dit qu'ils viendront nous aider. En réalité, l'aide se transforme en insulte. Et à ce jour, Mouyaya est capable de prendre un communiqué pour répondre. Un peu comme ça a été le cas avec Akuta Museveni, qui vous nous a dit ici dans un tweet qui existe, que les relations entre sa nation et le Rwanda, c'était une histoire familiale. Et que Kagame serait son oncle. Mais nous avons accepté la mutualisation et nous avons accepté que lui pilote la mutualisation pour ne pas avoir de résultats. D'abord, où en sommes-nous avec cette histoire de mutualisation entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise? Vous savez, lorsque l'on fait des débriefs, hein, j'ai envie de rire. Je me dis, mais ils sont où pour poser les vraies questions? Ils sont où pour responsabiliser M. Mouyaya? Parce que c'est lui qui nous a vanté. Il n'est que le porte-parole. De quoi? Il n'est qu'un porteur de quoi? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Ce n'est pas lui qui décide. Donc, nous allons confirmer avec vous que la RDC n'est même pas en mesure d'opiner sur l'insulte que M. Museveni a fait de son armée. Et nous sommes taiseux. On nous insulte et les gouvernements de la République ne réagissent pas. C'est en fait ça la réalité. C'est un peu comme nous avons vu cette vidéo où les fameux Ngoma parlaient avec les commandants de la East Community africaine. Les gouvernements coréens n'ont pas pipé mot. Et M. Antoine est allé craquer à Bujumbura, où il a laissé les pères, les envoyeurs, pour parler à un envoyé. Est-ce qu'on est sérieux là? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la mutualisation, ces meetings aériens avec l'armée angolaise, et même la East Community africaine, tous ces 3 structures ont échoué dans l'aide qu'ils devaient apporter à la RDC pour amener la paix. Et je peux m'ajouter la MONUSCO aussi. Alors qu'est-ce que la RDC doit faire concrètement à ces jours? L'EAC, on parle d'un cessez-le-feu immédiat, et puis après, plus rien ne marche. On parle du déploiement des forces régionales. Entre-temps, ceux qui sont déjà sur terrain sont inactifs. Alors, qu'est-ce que la RDC doit faire exactement? Est-ce que nous devons recourir de nouveau vers la SADC, qui est aujourd'hui présidée d'ailleurs par Félix Tshisekedi, ou vous pensez qu'on doit continuer à demeurer encore dans cette histoire de l'EAC? Vous savez, la SADC a refusé l'adhésion du Rwanda, à l'époque, dirigé par un des meilleurs Africains, le président Ramaphosa, parce que le Rwanda serait parmi les agresseurs du Congo. Et c'était ça les mots que le président Ramaphosa a adressés à Paul Kagame. Et il dit, nous ne pouvons pas vous accepter ici, parce que vous vous comportez mal envers vos États voisins. C'est un État voyou. Un État voyou.
Mais qu'est-ce que nous avons nous fait? Nous sommes allés allègrement, de manière bête, adhérer à la liste communautaire africaine où le Rwanda est la 3e nation à y adhérer. Aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est de nous autodéterminer, de prendre notre courage à bras le corps et travailler pour notre paix. Je ne peux pas imaginer que pendant que plusieurs localités, plusieurs cités congolaises sont occupées, les gens sont dans des bivettes, en train de boire. Je ne peux pas imaginer, pendant que nous sommes sous menace perpétuelle d'une balkanisation, la connexion à l'Est passe. Donc ce qui permet à ces détracteurs-là de nous envoyer continuellement leurs vidéos ici. Et de filtrer et même être au courant de tout à la minute de nos conversations entre nous Congolais. J'ai même suivi récemment, sur la plateforme d'un compatriote, une émission diffusée au Rwanda. L'on décrit l'appel téléphonique de nos officiers. Une émission au Rwanda. On analyse la conversation de nos officiers au téléphone. Est-ce qu'on est vraiment en sécurité? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les tout passe et passera par notre armée. Il faut travailler sur notre armée, mettre de moyens, mettre un très bon commandement, parce que je suis convaincu que M. Tshio n'est pas un très bon commandant. Mais est-ce que quelque part, Félix Tshisekedi n'avait pas aussi raison de recourir à l'EAC avec tout ce que nous avons toujours décrié au sein de notre armée, infiltration, corruption? Lui-même, quand il a effectué un voyage, je crois c'était à Beni ou Boutembo comme ça, il s'était rendu compte des histoires assez horribles qui s'est passées au sein de notre armée. Au regard de cette situation, est-ce que le président de la République n'avait-il pas raison de recourir aux troupes de l'EAC? Qui font la prison ou qui sont ceux-là qui font la prison? Parce que M. Antoine a découvert des choses. Vous allez vous rappeler que Jason, ce petit qui lui a remis une clé ISB, lui a dit des mots. Qu'il faille visualiser ces vidéos avant de prendre une décision sur la question de l'Est. Et aujourd'hui, penser que des armées étrangères devaient venir faire ou jouer le rôle de notre armée, c'est simplement ignorer ce que c'est une armée. Parce qu'une armée est d'abord fondée sur les enfants maison, pour tabler sur la notion du nationalisme, prêt à mourir pour le pays. Mais lorsque l'on invite les étrangers qui ne sont pas là chez eux, vous pensez qu'ils vont mettre devant la fibre du nationalisme pour vous? J'ai dit non. Un Angolais n'acceptera pas de mourir au Congo où il sait que sa nation ne gagnera pas un franc. Mais un Congolais acceptera de mourir au Congo où il sait qu'après lui, ses familles vivront en paix. Et qu'on se rappellera toujours de ce qu'il a posé comme acte pour la nation. Les cas Mamadou Ndala, les cas Boudjamabe, les cas... comment on l'appelle encore? Baouma, général Baouma. Donc c'est fait ça la réalité. Donc aujourd'hui, opter pour ces armées étrangères en lieu de se mettre devant la nôtre, ça a été une très mauvaise décision. Alors, revenez sur ma question. Qu'est-ce que la RDC doit faire concrètement pour mettre fin à cette insécurité? La RDC doit tabler sur trois faits. La réforme de notre armée. Et je ne parle pas de réforme en termes d'hommes, hein. Les réformes en termes d'équipement, en termes de commandement. Je l'ai redit encore, je le dirai partout. Je suis de ceux qui pensent que M. Chiwewe n'est pas un très bon commandant pour nos FARDC. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Voilà. On l'a nommé, il a fait plus d'un mois avant d'arriver au sol, là où les militaires combattent. Alors que je sais que dans l'armée, la présence du chef motive. Je ne peux que me limiter là, ou que j'évolue. C'est le seul élément qui vous fait croire que non, je ne peux que me limiter ou que j'évolue. N'est pas à sa place? Est-ce que je peux évoluer? Allez-y, évoluer. Les chefs qui arrivent, la première des choses, c'est d'abord parler avec ces hommes. Combien de fois il a convoqué l'état-major général pour des réunions? Vous êtes journaliste. Combien de fois? Où tous les services d'appoint de l'état-major général sont réunis avec lui pour réfléchir sur sécurité. Moi, j'ai peine à compter. Hein. Deuxièmement, la RDC doit doter le moyen efficace et nécessaire à son armée. Pas ce que l'on nous dit là. On a donné des moyens plus que jamais. Ils bénéficient de moyens qu'ils n'ont jamais reçus. Combien? Et c'est sous ce montant-là que nous allons quantifier. Parce que l'armée, en réalité, c'est plusieurs branches.
L'armée, c'est le combat, c'est les renseignements, c'est l'information et c'est même l'espionnage. Pour être en mesure d'espionner au Rwanda, il faut avoir des moyens. Pour être en mesure d'avoir l'information là-bas, là où nous agressons, il faut avoir des moyens. Et tout ça nous amènera à amener la paix. Et deuxièmement, il faut tabler sur les rajeunissements. Parce qu'il semblerait que notre armée est la seule à détenir plus des officiers que des hommes. Simple, s'il faut l'appeler comme ça, je ne sais pas trop les jargons militaires. Les hauts gradés, voilà. Et les hauts gradés, généralement, n'aiment pas être devant. Bon, je connais un. Et je me rappelle encore d'une des vidéos, il disait, bon, il y a son garde corps qui disait, avec son, comment on appelle ça, son béret là, rouge, il aimait être devant, c'est le général Baouma. Il n'avait pas peur avec ses galons, il est devant. Mais vous allez feuilleter les images de tout ce qu'il y a comme combat au sol. Vous aurez difficile à voir le rouge devant. Et c'est même avec l'état de siège. Là où les combats se mènent, les gouverneurs militaires ne sont pas là. Là où les combats se mènent, les gouverneurs militaires ne sont pas là. Et nous pensons qu'en réalité, les commandements posent problème. Très bien. Alors, après le mini-sommet du 4 février de Bujumbura, le chef d'État, membre de l'EAC, ont promis de se retrouver de nouveau à Bujumbura, je crois. Après, les 11. Oui, les 11, donc une semaine après. Alors, déjà, parmi les résolutions qui ont été prises, le cessez-le-feu immédiat n'est pas respecté. On a annoncé le renfort sur terrain. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi va de nouveau dire cette fois à ses pairs? Parce que là, déjà, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. 4 jours après, les sommets s'étaient le samedi, aujourd'hui nous sommes mardi. 4 jours après, pas de cessez-le-feu sur terrain. 4 jours après, pas de retrait immédiat des hommes de M23, ces terroristes, sur terrain. Donc ils vont aller constater que pour la énième fois, leurs vœux ne se concrétisent pas. Est-ce que ça ne devient pas de la routine? Pas de la routine, je cherche un mot pour ça. En fait, le mot viendra. Mais je pense qu'en réalité, il s'est complet à voyager pour ne pas amener des résultats. Tous ces chefs d'État réunis. Parce que je doute fort que connaissant un peu le sérieux qui peut caractériser un homme normal, voir que j'ai pris des décisions. Je vous ai dit tout part de Nairobi 1 jusqu'à Nairobi 3, Luanda 1, Luanda 2. Toutes ces mesures prises dans différents sommets n'ont accouché qu'une d'une souris. Et pourquoi continuer d'aller participer à ces multiples sommets? Pourquoi y aller? Aussi longtemps que ces sommets ne nous ramènent pas la paix. Ces sommets ne nous ramènent pas la quiétude tant voulue, tant recherchée. Il serait judicieux pour nous de renoncer à tous ces sommets-là. Pour avoir, le temps de travailler sur notre armée ici. 2, la possibilité de mieux gérer nos structures propres. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons croire que la question de la sécurité doit être débattue dans des sommets, c'est carrément se perdre dans les chemins. Parce que les chemins qui amènent la paix, c'est les chemins où les décisions sont suivies d'actes sur terrain. Et ces actes-là apportent la paix. Mais des décisions vides, cochées sur papier, qui ne sont pas suivies d'actes sur terrain, on fait quoi? Donc moi je pense que le 11, il semblerait que la RDC a maintenant un nouveau Boeing. Hein. On doit essayer ça plusieurs fois dans les airs. On continue l'essayage et ça va nous permettre de certifier si c'est de bonne qualité ou pas. Est-ce que le retrait de la RDC, de l'EAC, c'est la décision idéale? Oui, c'est la décision très idéale. Pourquoi? Parce que nous allons rejoindre cette fois-là la SADC, qui par rapport à l'emplacement géographique peut facilement entrer de par les frontières de nos agresseurs. Et la théorie d'encerclement dont parle toujours un aîné peut être opérationnalisée pour mettre fin à ces mouvements terroristes. Voyez-vous la SADC accepter facilement la demande de la RDC, sachant que la RDC l'avait tourné les dos au profit de l'EAC? Nous sommes un enfant inconscient. Face à un enfant inconscient, il faut être modéré comme papa. Et je suis sûr que les présidents ou les pays membres de la SADC vont comprendre qu'en réalité, ce n'est pas le problème du Congo, mais c'est le problème de la gouvernance du Congo qui n'a pas été très objectif dans le choix opéré. Parce que nous l'avons dit que c'était un choix hasardeux de nous amener vers la communauté africaine. Mais comme ce n'est pas nous, peuple, qui avons décidé, c'est lui qui a décidé à notre place, qu'est-ce que nous devons dire de lui? Qu'il a fait un mauvais choix
Et je pense que les pays membres de la SADC vont également constater ça avec nous. Très bien, on a terminé l'émission. En 1 minute, on va essayer de commenter le processus électoral. Denis Kadima continue son périple. Il a été dans les Haut-Katanga, au Tanganyika, dans le Kasaï. Il a été le week-end au Kwango et Kwilu. À Kinshasa, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit. Denis Kadima est clair sur la question. Il n'est pas favorable à une nouvelle prolongation. C'est-à-dire que les Congolais doivent aller se faire enrôler. D'une manière globale, vous pensez que nous sommes en train d'avancer normalement avec ces processus? Déjà, tout le monde ont observé avec nous et confirmé ce que nous disons dans le temps de Nanga Junior, que c'était un amateur, c'était un incompétent. Pourquoi nous le disons en son temps? Parce que la logique voudra à ce que, lorsque vous ambitionnez avoir plus d'hommes pour un processus, il faut tabler sur les temps et les échéances. Si en son temps, pour 40 000 électeurs attendus, nous avons 40 millions plutôt, nous avons enrôlé pendant 3 mois. Pourquoi pour 50 millions nous enrôlerons pendant 1 mois et demi? Cette fois-ci, il y a la modernisation, il y a cette histoire, comment on appelle ça, où on peut s'enregistrer à partir de son téléphone, pré-app, je crois. Oui, et c'est cette histoire qui va favoriser l'enrôlement même des étrangers. Parce que là, on ne sait pas voir que tel qui s'est enrôlé est réellement congolais. C'est en fait ça la réalité. Donc aujourd'hui, la question de l'enrôlement peine encore, parce que vous avez suivi la déclaration de la COEL, la coalition pour le suivi des processus électoraux de la MOUCA, ma plateforme politique, où nous avons dénoncé certains, ou la possibilité qu'il y a d'observer des centres fictifs. Nous avons dénoncé également la situation qui va bientôt nous gérer, la situation de doublons. Nous avons dénoncé également cette question de machines qui tombent continuellement en panne. Très bien. La fois dernière, je vous ai dénoncé ici les cas de la prison centrale de Makala, qui devait enrôler 7000 prisonniers, mais qui, jusqu'à la prolongation, n'avait pas encore enrôlé même 1000, à part les 34 personnels. Et aujourd'hui que je vous parle, nous tendons vers la fin de ces prolongations. Nous ne sommes même pas à 1000 enrôlés par prisonnier. Nous ne sommes même pas à 1000. L'émission est terminée. Ça s'appelle de l'amateurisme. Très bien. L'émission est terminée. Jonathan Ngwele, je rappelle que vous êtes président du parti politique pour l'amour du Congo et vous évoluez au sein de la coalition politique Lamouka. La coalition vainqueur des élections de 2018. Très bien. Moi, je vous remercie d'ailleurs particulièrement. Vous avez sauvé cette émission. On avait rendez-vous avec quelqu'un du pouvoir, mais il faut citer son nom parce qu'il ne vous a pas honoré. Non, c'est pas important. Grand merci à vous de votre disponibilité. Aussi. Je vous remercie. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre Perfect Actu de ce mardi. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Et grand merci aussi à vous pour votre sympathique et réelle attention. Je vous retrouve demain, mercredi, pour le 3e numéro de la semaine. Sauf imprévu, Maître Arlette Odia sera avec nous. Au revoir.